Ah putain. La quantité de gens qui m'ont fait chier. C'est vraiment pavlovien à YouTube, hein. Pépé, t'as pas fait la minute géopolitique sur l'Ukraine? Bah non, j'étais busy la semaine dernière. De toute façon, c'est pas la campagne de France en Ukraine, les mecs, hein. Y a pas 500 km qui changent en une semaine, hein. Donc on n'est pas à quelques buissons près sur une semaine, hein. On n'est pas à quelques buissons près, ça vient quand ça vient. Voilà. Il y a B14 qui a fait son feu statique, absolument, je l'ai vu sur Twitter. Incroyable, hein. La forme, écoute, je pète la forme, hein. Nicky Larson, incroyable. C'est des rêves de boomer, ça, quand même, maintenant. T'en as conscience, hein. C'est des rêves de boomer, hein. Attendez, je finis mon café, hein. Vous m'en voudrez pas. Le ministre a dit que les Russes se rapprochent de Paris pourtant. Ah bah oui, mais les mecs, vous êtes en plein... vous êtes en plein réarmement, hein. Et j'espère que vous êtes prêts, vous avez préparé votre pactage, hein. Faut aller à l'usine, là, hein. Faire des obus, hein. Faire les 3-7, hein. C'est parti, hein. Les 3-8, plutôt. Ah là 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 là. Salut, mec. Ah merde, attendez, j'ai pas mis le... Attendez, je viens de me rendre compte. J'ai oublié certains trucs que je voulais montrer. Je vais aller voir où j'ai mis ça. Est-ce que je me suis pas trompé de répertoire? Où est-ce que j'ai mis ça, bordel? Bah ouais, j'ai plein de trucs à montrer. Et des fois, je me trompe. Non. Non. Ah merde. Je sais pas où je les ai mis. Fait chier, hein. Je suis un âne batté. Hein. Je suis un vrai âne batté. Tant pis. Tant pis, c'est pas grave. On va faire 100. Hein. On va faire 100. Hein. Vous avez pas... Ah oui! J'ai vu que... C'est pas un poisson d'avril. Ils vont envoyer aux gens des kits de survie. Vraiment? Je veux dire, ils sont... c'est pas une blague? C'est pas une blague, ils vont vraiment envoyer aux gens, à Madame Michou, des kits de survie, un kit de survie, survie 72 heures. Ouais, bah écoute, survie 72 heures, prends ton fusil de chasse et va tirer des oiseaux, hein, et apprends à cuisiner, hein. Oh là 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 là. Écoutez, les Français ont voté pour cela, hein. Les Français ont voté pour cela. Emmanuel Macron est le président légitime de la France. On a les politiques qu'on mérite, hein, les mecs. Hein, il faut assumer. Hein. Il faut assumer. Hein. Aïe, 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 vous êtes tellement baisés. Il n'y a pas besoin de la Russie, les mecs. Hein. La France, elle est déjà niquée, hein, avec ce genre de pingouin. Hein. Bon, écoutez, passons aux choses sérieuses. On va parler un petit peu du front. Hein. On va aller voir ce qui se passe, tout simplement. On avait fait ça il y a un mois, je crois. Comme tous les mois, et on va aller voir un petit peu où ça a bougé, on va faire secteur par secteur, on va parler un petit peu des dynamiques, de qu'est-ce qui se passe, et comme d'habitude, je suis pas là pour dire qui est gentil, méchant. Vous avez vu qu'il y a eu pas mal de diplomatie, mais il semblerait, de ce qui sort, c'est que ni les Russes ni les Ukrainiens ne veulent s'arrêter. Les Russes considèrent qu'ils sont légitimement en train de gagner, doucement mais sûrement, et les Ukrainiens considèrent qu'ils font suffisamment de pertes aux Russes pour que les Russes à un moment disent on arrête. Donc pour faire simple, ni les Russes ni les Ukrainiens ne semblent vouloir s'arrêter. Les Américains avec Trump ont essayé de faire les médiateurs, mais les conditions des uns et des autres ne semblent convenir à personne, donc ils vont continuer à se battre. Eh, let them fight. Let them fight, hein, voilà, hein. Donc ouais, si la diplomatie échoue, bah... Parce que les deux camps veulent continuer à se battre, et c'est ce qui semble, que les Ukrainiens ne veulent pas des conditions russes, et les Russes considèrent que les conditions ukrainiennes sont inacceptables, donc c'est le problème, vous savez. L'avantage, au XXe siècle, on a été habitué à voir souvent des capitulations sans conditions, d'accord? Où, bah quand l'ennemi est totalement battu, eh bah c'est bon, quoi, ça résout le problème. On n'est plus habitué à toute cette diplomatie de guerre où aucun camp n'est vraiment vaincu à 100%.
Et pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du 18e, du 19e, je peux vous dire que des traités de paix qui mettaient des mois à être écrits avec les opérations qui continuaient étaient assez communs. Allez voir la guerre de 7 ans, le traité de Paris et tout ça, le temps qu'il fallait pour discuter et d'essayer de trouver un terrain d'entente était extrêmement compliqué quand aucun camp n'est vaincu. Et légitimement, ni les Russes ni les Ukrainiens ne s'estiment vaincus et personne ne veut lâcher, absolument. Il y a un côté EU4 et le fait que les opérations, le fait que ce soit une guerre d'attrition avec pas de progression majeure sur le terrain, pas de percée et de chevauchée fantastique, fait que les deux camps veulent continuer. Donc ils vont continuer. Moi je pense en tout cas qu'ils vont continuer. Voilà. Veulent vraiment arrêter le massacre. Oui, mais les États-Unis ont aussi leur intérêt à ce que l'Ukraine ne tombe pas. L'Ukraine est un proxy, hein, pour ceux qui en douteraient, les mecs. L'Ukraine, on défend pas la démocratie et tout. L'Ukraine est un proxy. On fait la guerre aux Russes en utilisant la viande ukrainienne. Et on veut pas que l'Ukraine tombe, mais on veut pas que l'Ukraine gagne non plus. Vous voyez, l'Ukraine est un proxy. Voilà, tout simplement. Donc ouais, on arrive à une situation compliquée sur le terrain où on continue de se battre. Et pendant que ça discute, les gens meurent. Et je peux vous dire que ça meurt beaucoup en Ukraine. Hein, c'est une guerre très très atypique, avec beaucoup de décentralisation. Il n'y a pas de concentration de moyens. Il y a une telle omniprésence de drones et d'artillerie que vous concentrez rien du tout. Et c'est une guerre d'escarmouche où on attaque avec un ou deux véhicules, puis vous faites contre-attaquer, et puis vous réattaquez. On voit des choses assez folles dans le secteur de Pokrovsk, où c'est attaque, contre-attaque, avec des petits groupes d'assaut. Et la guerre est extrêmement intense, mais elle n'est pas concentrée, vous voyez. On n'attaque pas avec 50 véhicules en ligne, quoi. C'est une guerre d'escarmouche extrêmement intense. Voilà. Bon, on va aller voir un petit peu les cartes. Vous vous rappelez la semaine dernière, on va aller voir un petit peu Deep State. Et on comparera avec Syriac, un peu voir les différences. Mais comme dit, généralement, ils sont d'accord à quelques buissons près. Hein. On va aller voir le secteur de Koursk. Vous vous rappelez le secteur de Koursk hop là. Donc ça, c'était il y a un mois. Et le secteur de Koursk, les Ukrainiens ont investi beaucoup de moyens pour tenir ce pan de territoire russe. Et il y a un mois, je vous avais dit que les Ukrainiens étaient dans une merde cataclysmique parce que, entre autres, les Russes étaient parvenus à s'approcher suffisamment pour tenir la seule ligne de ravitaillement de tout le saillant sous leur feu. Et je vous avais dit que la position était intenable. Alors j'ai vu les gens dire, oui, c'est les Américains qui ont coupé les renseignements et tout que dalle, les mecs. C'est de la guerre moderne, 1 plus 1 égale 2. Si vous prenez 30 ou 40% de pertes sur chaque convoi qui passe, qui rentre et qui sort, votre position est... la position est simplement intenable. Et il s'avère que les Ukrainiens ont... Si moi, expert en expertise de votre État, je suis capable de déterminer ça, les Ukrainiens, les Russes sont aussi capables, d'accord, hein, et c'est vrai que les Ukrainiens, sans aucun doute, ont commencé à replier le gros de leurs moyens il y a très longtemps, peut-être plusieurs semaines, et le saillant s'est cassé la gueule en l'espace de 2 jours, 3 jours. Je pense que les Russes se sont rendus compte que les Ukrainiens ne défendaient plus, ou en tout cas avaient laissé juste des petits groupes pour faire écran. Vous vous repliez jamais entièrement, vous laissez toujours quelques mecs au casse-pipe, un petit peloton par-ci par-là pour faire le change. Et il s'avère qu'en l'espace de 3-4 jours, tout le saillant s'est cassé la gueule. Donc ça, c'était en début de mois. Vous allez voir, c'est tombé en 4 jours. Voilà. Même Soudza, la ville de Soudza, là, on pensait que les Ukrainiens allaient peut-être faire un dernier carré là-dedans. Les Ukrainiens ont mis les voiles. Ils se sont juste barrés. Donc comprenez que ce que vous avez là, c'est simplement les Ukrainiens qui ont abandonné entièrement leur position. Et là, regardez, on est le début avril. Voilà. On est revenu quasiment sur la frontière. Donc ouais, les Ukrainiens ont abandonné toute leur position, se sont repliés. Ils ont laissé pas mal d'équipements sur le terrain.
Bah forcément, hein. Vous savez, la plupart du matos lourd, les tanks et tout, que vous voyez parfois abandonnés et tout, ils peuvent être réparés. Du côté russe comme du côté ukrainien, on récupère beaucoup les véhicules. Le problème de récupérer des véhicules, c'est qu'il faut que vous contrôliez les lignes logistiques pour pouvoir les évacuer et tout ça. Et malheureusement, bah, vous pouvez voir que les Ukrainiens ne contrôlaient plus leur ligne logistique. Et les Ukrainiens ont laissé énormément de tanks, d'équipements, dont des chars, du Léopard, de l'Abrams, abandonnés parce qu'ils ne pouvaient pas les réparer. Et autres véhicules blindés et compagnie. Donc ça, c'est normal, quand vous lâchez le terrain, vous ne pouvez pas récupérer vos équipements. Donc ouais, on a vu énormément de matos abandonnés, parce que les Ukrainiens ont mis les voiles. Et voilà. Donc ouais, c'est la fin de l'excursion ukrainienne à Kursk. C'était la seule carte qu'ils avaient diplomatiquement, où ils pouvaient peut-être échanger du terrain. Ils ont perdu cette carte. Voilà. Ils ont perdu cette carte. Ça leur a coûté très cher, tout ça. Et on est de retour à la case départ dans ce secteur. Pire, maintenant... oui, ils ont tenté alors, on va basculer sur... hop. Donc ça, c'est les cartes récentes. Donc là, tout ce secteur... Voilà, Soudza. Donc tout ça, c'était l'ancien saillant. Et les Russes sont même allés récupérer l'ancien poste frontière. Donc pour faire simple, les Russes ont renvoyé les Ukrainiens sur la frontière et se sont même payé le luxe de commencer à contre-attaquer. Et ils ont pris pas mal de villages frontaliers. Veselivka, Zuravka, tout ça, c'est côté ukrainien. Où les Russes, maintenant, commencent à pousser de l'autre côté. De l'autre côté de la frontière. On a même les Ukrainiens qui se sont payés le luxe de contre-attaquer. Donc les Ukrainiens ont retraversé la frontière, ont relancé une opération et sont allés prendre Demidovka. Alors, il y a parfois certaines choses, je comprends ce qui se passe sur le champ de bataille, vous voyez. Quand vous attaquez les lignes logistiques, quand vous vous acharnez à prendre une position importante, il y a des choses qu'on peut comprendre. Je suis incapable de comprendre ce que font les Ukrainiens. Je suis incapable de comprendre ce que font les Ukrainiens. Pourquoi est-ce qu'ils s'acharnent à perdre des hommes et des moyens pour aller prendre un village pourri à la frontière? Peut-être que quelqu'un a une explication. Hein. Peut-être que quelqu'un a une explication. Moi, je ne sais pas. Donc là, les Ukrainiens et les Russes se battent comme des chiffonniers pour... c'est une diversion, Pépé. Ouais, non, mais ta diversion, si tu perds trop de moyens, ta diversion, elle sert à quoi? Le but d'une diversion, c'est d'imposer un tempo, d'attirer l'ennemi. Là, on n'est pas loin du saillant. Là, les Russes, ils ont juste qu'à bouger leurs canons. Leurs pièces d'artillerie, ils ont juste qu'à les déplacer. Hein. Ils ont juste qu'à les déplacer et à les tourner. Et c'est un point haut. Moi, je pense qu'il y a des raisons politiques à cela. Et les Ukrainiens ont la fâcheuse habitude, pour des raisons politiques, d'envoyer crever leurs hommes. Et je ne sais pas à quoi ça sert. Comme je dis, des fois, je comprends peut-être qu'il y a peut-être qu'il y a une stratégie que je ne comprends pas derrière ça. Hein. Je suis peut-être pas assez intelligent, possible aussi. Hein. Mais je ne comprends pas pourquoi les Ukrainiens lancent ce genre de contre-attaque pour aller prendre un village. Il y a des endroits où je comprends ce que font les Ukrainiens. Là, j'en suis incapable. Donc là, on a vu les Ukrainiens traverser la frontière. Et on parle quand même d'une grosse opération pour essayer d'aller prendre Demidovka. Que dit Deep State? Est-ce que Deep State dit que Demidovka a été prise? Même pas. Même pas. Deep State dit que Demidovka est aussi contestée. Donc les deux sont d'accord. Et voilà. Donc il y a une idée... Voilà, il y a de la com, je ne sais pas. En tout cas, ils perdent. Ce genre d'opération coûte cher. En hommes, en équipement. Les Russes en plus étaient pas loin, hein. Ils ont juste eu à redéployer quelques unités de drones là, et on a vu des drones faire des cartons dans ce secteur. Donc ouais, je suis incapable de vous dire pourquoi les Ukrainiens font cela. De la com, propagande, politique. En tout cas, ils le font. Ils le font, ça c'est sûr. Hein. Voilà. D'ailleurs, pour vous montrer un petit peu la densité dans le secteur,
Regardez, ça c'était... Vous voyez? Ça a été pris dans le secteur justement de Kursk, pas loin de la ligne logistique de Souza. Vous savez ce que c'est ça? Pour vous donner une idée de pourquoi les Ukrainiens ont été forcés de se barrer de la zone. C'est des câbles absolument, c'est de la fibre optique les mecs. C'est de la fibre optique. Ah putain, et forcément Chouan qui me dit, 40 pages, je commence à préparer les images pour ça. Je suis en live, Chouan. Ouais, Chouan qui sait pas que je suis en live. Hein. Donc ça, c'est des câbles, c'est des drones à fibre optique. Et ce que les Ukrainiens disaient, c'est qu'il y avait en permanence des dizaines de drones russes qui attendaient sur la seule route logistique. Et tous ces drones, bah, c'est des drones à fibre optique. L'avantage des drones à fibre optique, c'est que vous pouvez pas les brouiller. Donc les Russes ont introduit ça. Maintenant, les Ukrainiens utilisent aussi des drones à fibre optique. Donc ils ont une bobine de plusieurs kilomètres. Et là, ce que vous avez, bah, c'est simplement les bobines de fibre optique dans certains secteurs. Il y a tellement de drones qui volent. Ça vous donne un petit peu la densité dans certains secteurs. De pourquoi les Ukrainiens, la logistique est tellement vulnérable face à ce type de guerre. Ça se réutilise ces câbles. Toi, t'es bien un Roumain, toi, hein. T'es bien un Roumain de chez Mundus, toi, hein. Oh là 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 là. Donc ouais, matez-moi un petit peu ça. Et regardez, si ça se prend dans les roues de la bagnole. Regardez. Ça, c'est des kilomètres de câbles, de fibres laissés par des drones. Et pas de bol, là, lui, il a embarqué ça, là, et maintenant, il est bien baisé avec sa bagnole. Donc ouais, n'oubliez pas que toute la logistique se fait généralement dans les deux camps en véhicules légers. Vous voulez pas utiliser des véhicules lents, donc plus il y a de la concentration de feu, plus vous dispersez, d'accord? Que ce soit des drones, de l'artillerie, vous dispersez. Donc je vois souvent les gens qui se moquent des Russes qui sont en quad, ou même en trottinette, à vélo. Vous dispersez. Et on a même vu récemment là des chameaux. Vous ramenez, vous savez, quand le terrain est dégueulasse dans des zones difficiles d'accès où des véhicules passent pas, un chameau de Bactrie, ça va porter, je peux vous dire, un paquet de plusieurs centaines de kilos de munitions. Et on revient aux fondamentaux de la guerre, surtout en ce moment où on est dans une période un peu charnière, on est en pleine Rasputitsa. Gel, dégel, vous avez énormément de boue sur le terrain. D'ailleurs, regardez, dans les deux camps, les drones, c'est tellement un problème qu'on met... Regardez, ça, je crois que c'est les Russes, pas loin de Toretsk. Ils installent des routes avec des filets. Et regardez l'état de la route. Ça vous donne un petit peu une idée des conditions difficiles en ce moment de la boue. C'est compliqué de déployer des véhicules à cause des conditions météo difficiles. Mais ça, c'est la guerre à cette époque. Hein. Rien de nouveau en Russie. Hein. Et en Russie, en Ukraine, c'est les périodes où vous avez énormément de boue. Et donc, ouais, on déploie ces espèces un peu en désespoir. C'est que ces drones sont chiants. Donc on fait des axes logistiques couverts dans les deux camps. Hein. Les Ukrainiens font la même chose. Allez, ça, c'est pris d'un drone russe, je crois. Et là, ils n'ont pas mis les filets. Mais voilà ce que ça donne. On essaie de couvrir les zones. Et vous savez que ça marche. Hein. Vous savez que ça marche. Je suis tombé sur cette vidéo. Là, le drone, je crois que c'est un soldat russe qui a pris ça. C'est un drone ukrainien. Il tourne le drone. Et regardez, on voit bien l'obus. Et il y a juste un filet qui a attrapé le drone. Comme un filet à moustique, vous voyez? Bah là, c'est la même chose. Et c'est... les drones sont envahissants et extrêmement chiants et forcent à déconcentrer, à décentraliser la logistique et tout ça. Tout devient plus compliqué à cause de cette omniprésence du feu. Le feu, vous devez déconcentrer. Ce qui fait que on voit plus beaucoup de très gros assauts. Je le répète depuis à chaque fois, hein, mais on a 4-5 véhicules maximum, et ça monte à l'assaut en espérant que vous preniez pas la sauce. Voilà.
Enfiler un oiseau. Eh non, mais les drones sont un problème. Hein. Les drones sont un problème. Et c'est vrai que bah on s'adapte. Et on fait comme on peut. Voilà. Donc ouais, ça vous donne un petit peu une idée de pourquoi la guerre est difficile dans les deux camps. C'est cette saturation permanente de feu oblige les deux belligérants à s'adapter, à déconcentrer, et tout ne devient plus que embuscade, petite attaque et compagnie, sur tout le front. Alors, on va continuer à aller voir un petit peu le merdier. On va... Tac. Attendez, voilà. Alors, donc ouais, ce qu'on peut appeler la bataille de course qui est terminée. La bataille du saillant de course qui est terminée. On verra si les Russes vont progresser dans le secteur ou pas. Mais ouais, ça va se calmer, je pense, dans ce secteur. Ou pas. Allez savoir. Alors. Vovchensk. J'ai pas vu passer grand chose à Vovchensk. On se bat encore dans les ruines. Mais il n'y a pas eu de progression majeure. Hein? Les mecs. Si vous pensiez vraiment que Trump, il allait faire la paix en 24 heures? Qui est assez con pour croire ça? Les États-Unis, ils peuvent pas imposer une paix. Ils peuvent pas imposer une paix comme ça à deux pays qui sont en guerre. À moins qu'un pays soit un des deux soit totalement vaincu, vous pouvez pas imposer une paix en 24 heures. Si vous commencez à écouter tout ce que dit Trump, les mecs, vous n'êtes pas sortis de l'auberge, hein. J'ai compté sur sa chevelure, ah ouais. Écoute, Adroux, si t'es assez con pour écouter Trump et en plus croire tout ce qu'il dit, donc non. Trump, il fait beaucoup d'effets de style, mais Trump, il s'est aussi rendu compte que ni les Russes ni les Ukrainiens ne veulent lâcher l'affaire. Ils veulent pas lâcher l'affaire, ils veulent continuer à se battre. Et à juste raison. Je pense qu'il y a de la viande des deux côtés, et à un moment, il y aura peut-être plus de viande dans un camp. Et puis là, faudra s'arrêter pour de bon. Mais les Ukrainiens, il y aura encore de la viande prête pour l'abattoir. Chez les Russes aussi. Et on va continuer à se battre. On va continuer à se battre, tout simplement. Bon. Donc ouais, à Vovchensk, le front a pas bougé. Comme dit, il n'y a plus rien pour se battre. La ville est tellement rasée qu'il n'y a plus rien pour se battre. Donc le front ici est figé. Voilà, ils se sont trop battus. Il n'y a plus rien pour se battre. Cette guerre risque de durer très longtemps. Je pense que oui. Je pense que là, il y avait eu une chance. Aucun des deux camps n'a montré qu'ils veulent s'arrêter. Et je pense que ça va durer déjà... Là, on a signé pour tout 2025, je pense. L'été va être long. L'été va être long. Et je pense que ça va durer, ouais. Là, on part pour tout 2025. Je pense, en tout cas. J'espère que non. Mais je pense que ça va pas lâcher. Ça va pas lâcher. Ok, donc le secteur de Vovchensk est calme. On va basculer maintenant à Kupiansk. On va basculer sur le secteur de Kupiansk, qui lui est un secteur extrêmement actif. Donc, vous vous rappelez qu'on avait la rivière Uskil, qui pendant longtemps était une très bonne position défensive pour les Ukrainiens. Et c'est vrai que les Russes ont été capables de traverser l'Uskil. Et la situation s'est pas mal détériorée pour les Ukrainiens, puisque les Russes ont été capables de sécuriser quasiment tout le cours de l'Uskil. Donc ce qui était une super position défensive, malheureusement les Ukrainiens ont lâché toute leur position. Et à part le village de Kamianka, qui est toujours tenu, les Russes ont sécurisé tout l'Uskil. C'est très important ça. Parce que ça ouvre de bonnes perspectives après pour peut-être exploiter. Un autre problème de Kamianka, c'est que c'est intenable. Vous vous rappelez, vous avez vu l'état des routes et tout ça? Regardez ce qu'ont fait les filouds russes. Les filouds russes, ils sont allés prendre la seule route en dur qui ravitaille Kamianka. Sinon, le reste, c'est des chemins de terre. Vous voyez? Ça là, ça c'est du chemin de paysans, vous voyez? C'est du chemin de terre. C'est impraticable à cette saison. Pour faire simple, vous avez une garnison ukrainienne qui ne peut pas être ravitaillée ou très difficilement ou avec des moyens tout-terrain. Donc là encore, ils vont devoir lâcher du lest, les Ukrainiens, et sûrement abandonner
Kamianka. Donc ouais, les Russes ont sécurisé tout le cours de Luskill. Très impressionnant qu'ils aient fait ça sans moyens mécanisés lourds. Mais c'est un secteur assez pauvre en termes de moyens. C'est pas un secteur prioritaire pour les Ukrainiens. Donc les Russes ont clairement l'avantage dans ce coin. Et ce que je vous disais il y a quelques temps, c'est que Kupiansk, donc les Ukrainiens défendent très très bien à Kupiansk. Sauf que maintenant, avec la traversée de Luskill, les Russes peuvent exploiter au nord de Kupiansk. Là, ils sont arrivés avant-hier devant Kindrashivka. Putain, les noms de merde, ils pourraient pas s'appeler 1, 2, 3, 4 là, ou Coucou, ça serait plus pratique. Et les Ukrainiens vont peu à peu se retrouver dans la merde avec Kupiansk, qui va se faire encercler par le nord. Les Russes ont fait sauter tout un verrou là, et c'est vrai que Kupiansk, peu à peu, dans les prochaines semaines, les Russes vont aller prendre Kindrashivka, vont aller prendre Chichenchivka, mais ça va! Et ils vont même peut-être pousser jusqu'à Velika, Chapapivkivka et Palamarivka. Et là, le but des Russes va être de prendre tous ces petits villages, afin de couper Kupiansk par le nord, et commencer à encercler Kupiansk. Et avec les... Oubliez pas qu'on est dans la pire période à l'offensive, d'accord, hein? On est dans la pire période à l'offensive à cause de 1, la météo. Vous avez gel, dégel, vous avez énormément de boue. Et 2, on sort de l'hiver. Toutes ces forêts et tout ça sont encore... il n'y a pas de feuilles. Il n'y a pas de feuillage. Sauf qu'on arrive au printemps. Les beaux jours arrivent et les beaux jours vont favoriser les Russes. Parce que le sol, avec les chaleurs, le sol va se solidifier. Et surtout... le feuillage va revenir, et le feuillage permet de masquer les progressions. Et la situation est déjà mauvaise dans ce secteur pour les Ukrainiens. Je pense qu'elle va empirer. Elle va lourdement empirer. Voilà. On connaît pas le réseau de fortification dans le coin. Un des problèmes, c'est que Luskill était... Attendez, vous allez comprendre pourquoi Luskill était... Vous allez comprendre pourquoi Luskill était une superbe ligne de défense. Alors, attendez, il faut que je retrouve un peu... Oula, là. Hop. Où est Kupiansk? On va aller à Kupiansk et on va utiliser... Comme je dis, le problème des cartes, il faut aussi voir la topographie. Vous voyez Luskill là? Donc voilà Kupiansk. Voilà Kupiansk. Vous voyez Luskill là? Regardez bien... À l'ouest de Luskill, vous avez... Regardez, Luskill était collé à des collines. C'était une superbe position défensive. Toute la rive ouest était en hauteur, alors que la rive est était en bas. C'était une incroyable position défensive. Vous mettez quelques mines, vous mettez quelques tranchées, c'est imprenable. Et les Ukrainiens viennent de perdre tout le cours de Luskill. C'est pour ça que j'insiste. Avec toutes les positions défensives qui allaient bien sur Luskill. Regardez ça. Ils ont perdu toute la ligne de colline. C'est un désastre pour les Ukrainiens d'avoir perdu... d'avoir autant lâché dans ce secteur. Toute la ligne de défense est tombée. Les Ukrainiens ont repris Fiolivka. Donc preuve qu'il y a quand même des moyens ukrainiens. Mais ils sont pas... Il n'y a pas assez de moyens pour c'est trop tard. C'est trop tard pour envoyer les Russes derrière Luskill. Le mal est fait, malheureusement. Et il n'y a que Kamianka qui est tenu, mais la logistique de Kamianka est probablement déjà coupée. Voilà. On le skill pour prendre de bonnes positions. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est des blagues à la chouan, ça. Ah bah tiens, regardez, il ne manque pas de skill. C'était obligé qu'il allait venir raconter des conneries. C'était obligé. Donc ouais, et donc ouais, la situation est compliquée pour les Ukrainiens dans ce secteur. Et je pense que la situation va continuer à se détériorer dans les prochaines semaines. On verra. On verra. Peut-être que je raconte des conneries, hein. Mais ouais, c'est compliqué. Donc là, regardez, en effet, on voit bien les falaises. Vous voyez tout ça, là? Les collines. C'est une superbe ligne de défense. Tout ça, désormais, les Russes ont fait sauter ça. Et ouais, pareil. Donc là, tout le skill qui est sécurisé, ça va ouvrir des bonnes perspectives d'offensive aux Russes dans les prochaines semaines. Surtout quand la belle météo va revenir. Donc pareil au sud de Kupiansk, on n'a pas eu beaucoup de changements. La première armée blindée de la garde là, est allée récupérer. On se bat encore. Comme je dis là, l'ensemble du front
dans ce secteur est assez statique. Où c'était très dynamique il y a quelques mois, depuis que les Russes ont atteint le skill dans ce secteur, ça s'est plutôt calmé. On verra bien. D'ailleurs, la carte dit même que les Russes auraient traversé ici, mais j'ai rien vu passer en géolocalisation dans ce secteur et tout ça. On va aller un petit peu plus au sud, le front de Liman. Regardez, la ville de Liman. Et les Russes poussent très fort dans ce secteur. On sait qu'ils avaient traversé là. Ils avaient traversé tout le... Vous voyez là, toutes les coupures humides. Où les Russes ont été capables de traverser ça et ont commencé à exploiter. On les a vus pousser jusqu'à Katerinivka. Là encore, ah, il y a des failles. Hein. Il y a des failles dans le dispositif. Et dès qu'il y a des trous, les Russes engagent des hommes, vont capturer des positions. Comme je vous dis, c'est des guerres d'escarmouches. On va prendre une ligne de haie. Des buissons, comme quelqu'un me disait récemment. On va prendre le buisson en face, puis après le buisson encore derrière. Et c'est des... Regardez, vous les voyez, les lignes de haie? L'Ukraine, c'est que ça, d'accord? C'est ces lignes de haie. Et ça, c'est terrible pour la défense, parce qu'en été, c'est des grandes coupures vertes. Et les Russes font quoi? Ils passent d'une ligne de haie à la ligne de haie suivante. Donc on prend les véhicules blindés, on traverse et on va occuper le terrain en face. Avant ça, on a balancé 2-3 FAB, 2-3 artillerie, FAB, les bombes planantes. Et puis on avance comme ça. Et on voit que les Russes, vous avez vu, suivent simplement, progressent avec les coupures. Et dites-vous que là, il n'y a pas de feuillage. Quand le feuillage va revenir, ça va favoriser l'offensive. Le fait de pouvoir se planquer, pour de vrai, va aider les Russes à la progression. Donc là encore, ce secteur s'est pas mal détérioré pour les Ukrainiens. On va aller dans le Saillant de Siversk. Après des mois, voire des années de combat, Bilorivka était tombé. Et c'est vrai qu'on aurait peut-être pu s'attendre à voir les Russes repasser à l'attaque. On a vu des attaques dans le secteur, mais les attaques ont toutes été repoussées. Et on voit que ça n'a pas trop progressé. Donc le secteur est plutôt calme. Plutôt calme. À voir si avec l'arrivée des beaux jours, est-ce que les Russes vont pas... Clairement, c'est un secteur intéressant pour les Russes, mais il semble que ce soit pas le secteur prioritaire. Peut-être qu'à un moment, ils vont retenter, mais pour ça, il va falloir injecter des moyens. Plus d'hommes, plus d'équipements, des unités fraîches. Et là, ouais, on n'a pas eu beaucoup de progression ce mois-ci, dans le Saillant de Siversk. Mais il y a eu des attaques. Le fait que ça bouge pas, veut pas dire que ça attaque pas, d'accord? On va continuer à filer vers le sud. Chaziviar! Chaziviar tient toujours. Les Ukrainiens sont dos au mur. Dos au mur. Ils tiennent encore les bâtiments hauts, la forteresse. Les bâtiments en béton armé. Ils tiennent encore. Donc comprenez que s'ils tiennent, c'est parce qu'ils injectent toujours plus de moyens, d'accord? C'est pas que... Il n'y a pas d'attrition. Ça fait... Les Ukrainiens ne veulent pas perdre Chaziviar, pour des raisons logiques que... Attendez, je vais vous mettre la carte topographique, vous allez comprendre. L'importance de Chaziviar, c'est sur une hauteur. Vous voyez un petit peu le plateau de Chaziviar? Regardez. Ça... Vous voulez pas perdre Chaziviar, ça contrôle tous les alentours. Tout autour, c'est une plaine. Chaziviar, c'est la hauteur. Les Ukrainiens ne veulent surtout pas perdre le plateau de Chaziviar. Et ils injectent tout le temps plus de troupes, tout le temps plus d'équipements pour tenir la zone. Donc ils se battent comme des chiffonniers là-dedans. Là encore, l'arrivée des beaux jours. L'arrivée des beaux jours va sûrement favoriser les Russes. Quand toutes les forêts et compagnie vont redevenir vertes, ça va faciliter la progression. Mais pour le moment, les Ukrainiens tiennent bien. Je sais pas combien de temps ils vont tenir. Là, les conditions sont catastrophiques. Hein. Mais ça tient. Ça tient. C'est incroyable que ça tienne aussi bien. Hein. Je vous cache pas, je ne sais pas comment ça tient aussi bien. Mais sans aucun doute que c'est compliqué. C'est très très compliqué. C'est un des points chauds du front que les Ukrainiens ont à cœur de tenir. Donc de facto, ils engagent des moyens. Toujours plus de troupes, toujours plus d'équipements. Et c'est un des secteurs prioritaires.
Donc c'est pour ça que les Russes peinent à avancer. C'est que les Ukrainiens mettent le paquet pour pas que ça tombe. Pareil au sud, à Toretsk. Le ministère de la Défense russe qui avait annoncé que Toretsk était prise il y a plus d'un mois. On se bat encore comme des chiffonniers dans Toretsk. Rappelez-vous que il n'y a pas beaucoup de troupes en fait. En termes de densité, il n'y a pas beaucoup de troupes sur le terrain. Tout est dispersé. Et tenir une telle ville, Toretsk est une grande ville, vous avez des troupes partout. Donc les Ukrainiens, depuis des semaines, contre-attaquent, infiltrent des troupes, vont prendre des positions. Le combat urbain est très difficile à apprécier. Et ils passent leur temps à abandonner une position, attaque, contre-attaque. Et nous-mêmes, on sait même pas ce qui s'y passe en fait. Tellement c'est le bordel. C'est le bordel à Toretsk. On peine à comprendre ce qui se passe, mais les Ukrainiens, comme à Chaziviar, refusent de lâcher le terrain. Pour la simple et bonne raison que, si vous regardez bien la carte, regardez, Chaziviar au nord, Toretsk au sud, c'est les deux portes d'accès à Konstantinivka. Et ils ne veulent pas lâcher ces deux points principaux qui ouvrent la porte à Konstantinivka. Donc ouais, les Ukrainiens mettent le paquet ici, et ça se ressent sur le terrain, puisqu'on voit que les Russes ne sont pas capables de progresser. Il n'y a pas de secret, hein. Si vous voulez bloquer les Russes, il faut amener des troupes. A contrario, on voit les secteurs moins prioritaires, comme le secteur de Kupiansk, qui n'est pas prioritaire, où les Russes sont capables de progresser. Vous voyez un petit peu les différences de priorité pour l'état-major ukrainien. Les Ukrainiens n'ont pas les moyens de défendre partout. Donc on fait des choix, et on choisit de qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et Chaziviar, Toretsk sont des coins prioritaires. Alors on a quand même vu les Russes progresser dans toute la ligne de village au sud. Ils sont allés prendre Alexandropil, Panteleïmonivka, mais merde! C'est imprononçable ces noms, comment ils font les Ukrainiens? Donc là les Russes sont en train de remonter et de prendre toute la ligne de village. Donc ouais, ça continue de se battre à Toretsk. Je sais pas pour combien de temps, mais on verra bien. Et l'autre secteur chaud du front, pour les Ukrainiens, c'est Pokrovsk. On suit Pokrovsk depuis plusieurs mois. Rappelez-vous que les Russes voulaient encercler Pokrovsk. Là, on avait la pince... Hop. La pince Est. La pince Ouest. Et les Ukrainiens ont décidé de bloquer ça. Et ils ont engagé énormément de moyens à Pokrovsk pour bloquer et contre-attaquer les Russes. Regardez, Kotlinier, c'était aux mains des Russes avant-hier. Là, ça a basculé. Les Ukrainiens ont dégagé les Russes de Kotlinier. Ils ont aussi dégagé les Russes de Udachne. Et on a attaque, contre-attaque, attaque, contre-attaque. On voit des images assez incroyables et aussi horribles qu'incroyables. Shevchenko a été pris par les Ukrainiens. Les Russes ont contre-attaqué dans la foulée, ont dégagé les Ukrainiens. Et on est sur de la attaque, contre-attaque dans ce secteur. Les Ukrainiens mettent une pression monstre parce qu'ils ne veulent surtout pas lâcher Pokrovsk. Donc comme je vous dis, les trois secteurs chauds du front que les Ukrainiens veulent tenir, et ils y arrivent plutôt bien, c'est Pokrovsk, Toretsk et Chaziviar. C'est les trois secteurs prioritaires pour les Ukrainiens en ce moment, et ça se voit par rapport à comment ils défendent. Ils ont les moyens pour bloquer les Russes, et ils y arrivent. Combien de temps ils vont être capables de les bloquer, je ne sais pas. En tout cas, pour le moment, ça fonctionne plutôt bien, puisque ça fait 2 mois dans le secteur de Pokrovsk que les Russes n'ont pas progressé au niveau de leur pince. Ils ont été capables de grignoter un petit peu de terrain, mais ils ne sont plus capables de progresser. Donc les Ukrainiens mettent le paquet en termes de concentration de troupes pour bloquer la progression des Russes. Tout ça, c'est pas gratuit, hein. Si vous concentrez autant vos moyens dans certains secteurs, vous allez délaisser d'autres secteurs. Et si à Pokrovsk, les Ukrainiens ont été capables de stabiliser le front, au sud de Pokrovsk, la situation s'est lourdement détériorée dans les dernières semaines. Et on a vu les Russes faire des progrès de plusieurs kilomètres dans la profondeur. Ils sont allés prendre près Brazenka hier. Là, ils ont fait une percée de plusieurs kilomètres. Donc, vous avez vu, ils suivent les lignes de haies. Hein. La progression russe est extrêmement simple. Hein. On fait des sauts de puce.
Ligne de haie, ligne de haie, ligne de haie. On fait des attaques blindées. Il faut les voir, les attaques blindées russes. Hein. C'est 3-4 BMP, pleine balle. Et on essaie d'aller poser un squad de combat. Là, et puis après, on se barre et on tient la position. Et on recommence. Voilà. Donc on a vu les Russes faire de très gros progrès dans ce secteur. Et c'est logique, c'est que les Ukrainiens sont tellement focalisés sur Pokrovsk qu'ils ont très probablement allégé tout le secteur ici. Et les Russes en profitent. Les Russes en profitent pour attaquer, exploiter. Et d'ailleurs, les Russes vont très probablement, dans le mois prochain, changer d'oblast et basculer dans l'oblast de Dnipro. Mais ça, c'est plus symbolique qu'autre chose. Ils seront plus dans le Donbass. Donc ouais, on a les Russes là qui font des très très gros progrès. Et c'est inquiétant pour les Ukrainiens, tout ce secteur. Pareil dans le sud. On a les Russes qui sont allés prendre hier et avant-hier, Rosliv. Ils ont coupé toute la ligne logistique. Alors là, la carte dit qu'il y a encore des Ukrainiens. J'y crois pas un instant. Hein. C'est un petit peu... la position est intenable. Mais ouais, les Russes font des très gros progrès dans tout ce secteur. Ça roule. Comme je dis, vous allez voir la carte topographique, vous allez comprendre ce qui se passe aussi. Toujours important de voir la topographie au sud de Pokrovsk. Voilà. Andrivka. Là où les Russes progressent, c'est un plateau. Non, c'est pas la bonne carte. Hop. Tout ça, c'est un plateau. C'est ce qui est en haut. Et les Ukrainiens à Oleshivka sont en bas du plateau. Donc la position est merdique pour la défense. Et les Russes s'engouffrent là-dedans. Regardez, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés prendre des lignes de haies. Regardez, il y a même une ancienne station-service. Donc les Russes avancent dans les lignes de haies. Et dites-vous qu'en ce moment, c'est pas encore feuillu. D'accord? C'est pas encore feuillu. Quand le feuillage va revenir, ça va favoriser la progression. Le fait de pouvoir se cacher, de dissimuler des véhicules, pour les Russes, ça va être une énorme plus-value. Donc ouais, là c'est un secteur compliqué très compliqué pour les Ukrainiens. Tout le secteur ici, pareil. Vous vous rappelez de Velika, Novosilka, les Russes continuent de pousser vers le nord. D'ailleurs, regardez, hier, ils ont sécurisé Vézelé. Et on commence à voir des choses sur la carte qui apparaissent. Vous voyez? Est-ce que vous voyez le nouveau saillant en train de se former? Là, les deux pointes actives russes. Vous avez la pointe nord qui est en train de pousser vers l'est, vers l'ouest, pardon. Et vous avez la pince de Vézelé qui pousse vers le nord. Et regardez qu'est-ce qu'il y a au nord. Un superbe axe logistique qui ravitaille entre autres Bahatir et un autre au nord qui ravitaille Oleksivka. Donc là, vous avez les Russes qui veulent simplement couper la logistique, qui vont vouloir couper la logistique des Ukrainiens, peut-être en prenant Komar. Si Komar tombe, toute la logistique du secteur est foutue. Pareil au nord. Plus les Russes avancent, plus ils vont pouvoir menacer cette route logistique là, qui descend du nord au sud. C'est comme ça que les Russes font la guerre. C'est comme ça, c'est une guerre de logistique, c'est une guerre d'attrition. Et si nous on sait lire les cartes, les Russes aussi. Et n'en déplaise à beaucoup, les Russes font très très bien la guerre. C'est eux qui attaquent, c'est eux qui s'exposent, c'est eux qui acceptent les pertes. Mais ce qu'ils font, dans une guerre d'attrition et intelligent, ils vont chercher la logistique, et ils vont chercher les axes de ravitaillement. Et vous avez vu qu'à Kursk, quand vous coupez la logistique, vous forcez après l'ennemi à se replier. Donc là, sans aucun doute, les Russes veulent aller prendre... veulent couper l'axe logistique. Sans aucun doute. Pareil au nord. Tout ça, ça a vocation à couper la logistique des Ukrainiens et forcer un gigantesque repli de tout le secteur. Voilà. Le rapport de force est sans appel. Absolument. Les Russes ont un avantage numérique, ont un avantage en tube, en puissance de feu, ont la supériorité aérienne et ils exploitent tout ça. Donc ouais, ce secteur est pas bon du tout pour les Ukrainiens. Là où ça tient ailleurs, parce qu'ils mettent le paquet, ici, ils ne sont pas en mesure de bloquer les Russes pour le moment. Et avec l'arrivée des beaux jours, je pense, peut-être que je me trompe pas, là c'est l'expert en expertise qui parle, mais je pense que l'arrivée des beaux jours va accélérer la dynamique offensive des Russes. Je le pense en tout cas. Et on commence déjà à avoir certains signes de préparation d'une montée en puissance des offensives dans certains secteurs. Voilà. Très étonnant, on a vu, alors tout le secteur de Zaporozhye, on ne le montre pas souvent,
parce que c'est un secteur plutôt calme, il s'avère que les Russes sont repassés à l'attaque. Très intéressant, je vais vous montrer la carte topographique du secteur. C'est un secteur très très défendu, puisque le front est statique depuis un bout de temps. Est-ce que vous voyez les lignes de défense ukrainiennes? On défend sur les collines. Ligne de défense numéro 1. Ligne de défense qui part de Kamienske. Ligne de défense numéro 2. Vous la voyez, la ligne de défense? Et enfin, ligne de défense numéro 3. Avec Stepnoirsk. Donc ce secteur était plutôt statique depuis presque un an. Il s'avère que depuis quelques semaines, les Russes sont repassés à l'attaque et ont fait sauter la première ligne de défense ukrainienne. Ils sont allés prendre Stepovier, ils sont allés prendre les deux bleds, Mali, Cherbaski et Sherbaki, et ils ont été capables de faire sauter ce qui est la première ligne de défense ukrainienne. Ça encore, c'est un signe inquiétant que les Russes dans ce secteur sont en train de remonter en puissance. Voilà. Si j'étais Zelensky, je lâcherais l'affaire. Ouais, mais t'es pas Zelensky, mec. Tu vois? T'es pas Zelensky. Problème résolu. Donc ouais, on a dans tout ce secteur du front est redevenu dynamique. Et les Russes sont repassés à l'attaque sans aucun doute qu'ils vont essayer d'aller prendre la deuxième ligne de défense ukrainienne. Vous la voyez un petit peu là. Tout ça, c'est une colline. Donc les Ukrainiens ont eu tout le temps de bétonner ça. Maintenant, le problème des Ukrainiens, c'est pas la défense, c'est le manque de soldats. Je le répète souvent, mais votre défense n'est aussi qualitative que les soldats qui vont tenir la défense. Et si vous n'avez pas de soldats compétents pour tenir vos lignes, si vous envoyez des mecs qui ont 3 semaines d'entraînement, bah vos lignes de défense, elles servent à rien. Et c'est vrai que dans ce secteur, on a vu les Russes être capables de faire sauter toute la ligne de défense ukrainienne. La première ligne de défense ukrainienne. Il y en a une deuxième, puis une troisième. Pas mal. Donc ouais, on va voir ce que ça va donner dans ce secteur, mais en tout cas, les Russes sont repassés à l'attaque dans le secteur de Zaporozhye avec succès. Avec succès. Donc ouais, voilà pour le tour du front. Attendez, j'ai des jolis... Ça, je le répète, mais je pense... Ça, c'est les fabs. C'est l'emploi des fabs par jour, le nombre de fabs qui tombent. Vous savez, il y a des gens qui comptent les fabs, d'accord? Et là, vous avez par jour le nombre de fabs qui tombent. Donc, je vous avais dit, il y a quoi, un peu plus d'un mois, que les Russes avaient eu des problèmes de déploiement de fabs. Donc soit ils avaient un problème logistique à l'approvisionnement, ou alors ils faisaient des stocks, tout simplement. Vous savez, vous faites des stocks en vue d'une offensive. Et là, il y a 3 jours, il n'y a jamais autant de fabs qui sont tombés en une journée. On est à près de presque 200, plus de 200 fabs qui sont tombés en une journée. Ça, c'est des signaux avant-coureurs qu'on prépare le terrain. D'accord? Quand vous commencez à balancer autant de bombes planantes, c'est que les beaux jours arrivent, on a des stocks, et on commence à envoyer la sauce. On commence à envoyer la sauce, et c'est, en termes de chiffres, on n'a jamais autant de fabuleux. Elle est bonne celle-là. Va au goulag maintenant. Donc ouais, on n'a jamais autant de fabs qui sont tombés en une journée. Ça, c'est de la montée en puissance. C'est des signes avant-coureurs d'offensive. Où vous préparez le terrain, dites-vous que si ça tombe comme ça tous les jours, il y a une odeur d'offensive quand vous faites ça. Et ça correspond, regardez. Ça, c'est tous les rapports qu'on a de pas seulement... Donc vous avez en bleu les bombes planantes, mais vous avez aussi les tirs de barrages d'artillerie, les Katyusha, vous avez les Katyusha, les grades, les tirs, les drones, c'est tout ce qui est répertorié. On peut voir qu'on a une énorme montée en puissance depuis quelques jours. Et dites-vous que ces chiffres sont déjà obsolètes de près d'une semaine. Et on peut voir que ça prépare les beaux jours. Je suis incapable de vous dire où ça va péter, comment ça va se passer. Mais sans aucun doute les Russes sont en train de préparer le terrain
pour les beaux jours. Est-ce qu'ils n'ont pas fait une... Alors qu'ils attaquent, est-ce qu'ils n'ont pas fait une pause tactique? Ou en tout cas, est-ce qu'ils n'ont pas levé le pied parce que le terrain n'était pas favorable dans certains secteurs? Peut-être. Peut-être pas. Est-ce qu'ils en ont profité de l'hiver pour recompléter des stocks? Préparer les hommes? Très probablement. Mais là, on a des... En termes de chiffres, on a des chiffres de préparation d'offensive. D'accord? Et je pense que ça prépare l'arrivée des beaux jours. Connaissant un peu le terrain en Ukraine, début mai, le sol peut... Avec les chaleurs, vous pouvez commencer à avoir du sol dur, d'accord? Et... Ce sont des chiffres de préparation. On peut avoir le lien, ça s'appelle Twitter! Il y a des gens qui font que ça sur Twitter. Allez sur Twitter, les mecs. Voilà. Donc ouais, je pense, malheureusement, la paix est loin et que les Russes vont... L'arrivée des beaux jours va faire accélérer le rythme des combats. Et on a des éléments qui le montrent. Entre autres, tous ces graphes nous disent que les Russes commencent à activer du feu depuis quelques jours, qui est assez inquiétant dans certains secteurs en tout cas. Voilà. Sachant que les Ukrainiens, mine de rien, se défendent très très bien dans certains secteurs. On a vu que Toretsk, Pokrovsk et Chaziviar, ça tient. On sait pas comment ça tient, mais les Ukrainiens mettent le paquet pour que ça tienne. On va voir combien de temps ça va tenir et dans quel secteur les Russes vont s'y attaquer. Des secteurs sûrement moins défendus et on verra bien. Voilà. Mais l'arrivée des beaux jours va, je pense, faire lourdement accélérer la dynamique dans certains secteurs. Voilà. Je pense. Peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que dans la semaine prochaine, on a un cessez-le-feu, hein. Mais j'y crois pas une seconde. J'y crois pas une seconde. Rien sur le terrain indique qu'un des camps veut arrêter de se battre. Ils sont déchaînés dans les deux camps. Russes et Ukrainiens ne lâchent rien. Et... ah ouais, ça meurt bien. Terrible à dire, hein, mais ça meurt bien. D'ailleurs, on continue de se battre aussi les... hop là. Regardez, on va aller... Donc, il n'y a pas une semaine qui se passe sans que les Ukrainiens continuent d'attaquer les infrastructures énergétiques russes, mais aussi attaquer dans la profondeur des infrastructures militaires et tout ça. Par exemple, là, on va aller voir la base. Quelqu'un me posait la question s'il y avait des Tu-95 et compagnie. Absolument. Donc là, on va aller... attendez, hop, je vais remettre ma petite fenêtre. Tac. On va aller sur le cours de la Volga. Vous voyez là, l'Ukraine, mer Noire, la Volga, Stalingrad. À Stalingrad, Volgograd. On va monter... Il y a déjà 1 ou 2 mois, je vous avais montré la ville de Saratov. Et à Saratov... Ah putain. Forcément, je ne m'y retrouve pas. Volgograd. Mais elle est où cette putain de ville? Ah voilà. Je crois que c'est là. Non, c'est pas là. Putain, je me suis perdu! Je me suis perdu, les mecs! Saratov, j'ai trouvé! Voilà. Donc, je vous avais montré que les Ukrainiens avaient attaqué, entre autres, le dépôt d'essence. Hop là, vous voyez là, le dépôt d'essence. Donc, les Ukrainiens tapent dans la profondeur toutes les infrastructures énergétiques, les réservoirs, les pipelines. Bah ouais, les Russes exportent leur essence. Donc, forcément, les Ukrainiens tapent les Russes au porte-monnaie au niveau énergétique, mais tape aussi les infrastructures militaires. Donc là, quelques kilomètres au nord, vous avez la base aérienne de Engels. Ça, c'est une des bases aériennes principales, d'où décollent les Tu-122 et les Tu-95 qui attaquent l'Ukraine en balançant du missile. D'ailleurs, si vous regardez la base aérienne, regardez, on va aller voir tout ça de près. Oh bah, un Tu-95 Bir en train de manœuvrer. Puis là, vous avez un autre Tu-95 Bir, Tu-95. Est-ce que ça serait pas un Tu-160 Blackjack, ça? Hein, c'est pas un Tu-160, ça? C'est totalement un Tu-160. Voilà, Tu-95, Tu-95. Tu-95, et ça serait peut-être un autre Tu-160. Donc ouais, donc ça c'est une des bases russes principales pour tout ce qui touche le bombardement stratégique. Et un petit peu au nord, vous avez les dépôts de munitions. Vous les voyez là? Ça?
c'est les dépôts de munitions de la base. Tout ça, c'est des alvéoles d'armement, dont peut-être de l'armement nucléaire. Vous avez 2 dépôts majeurs. Eh ben, les Ukrainiens sont allés taper ce dépôt-là que vous voyez. Et ça a fait... boum. C'était le 19 mars. Donc ils sont allés taper à coups de drone. Il y a eu une gigantesque explosion. Tout le village à côté a été soufflé par l'explosion. Et les Ukrainiens sont allés détruire un des dépôts de munitions d'Engels. Donc il y avait beaucoup d'armement là-bas. Beaucoup de bombes planantes, du missile, peut-être même de l'armement nucléaire aussi. Et voilà ce que ça donne. Ça, c'est le dépôt qu'on connaît, hein, celui qui était sur la carte. Et là, vous avez le dépôt après. Donc il y a pas mal d'alvéoles. Hop là. Pas mal d'alvéoles qui ont été pulvérisées. Hein. Regardez ça. On avait des photos du village à côté. Vous avez vu qu'il y avait un village juste à côté. Les toits étaient soufflés et tout. Donc ça a pété. Ça change rien que les Ukrainiens aient des Taurus et compagnie. Les Ukrainiens tapent déjà depuis des années les Russes dans la profondeur. Récupérer des Taurus, ça change absolument, et j'insiste, absolument rien à l'équation militaire de ce qui se passe en Ukraine. Les gens se focalisent à tort sur les armements, sans comprendre que ce qui importe, c'est ce qui se passe sur le terrain, les cartes, et le fait que les Ukrainiens ont des problèmes humains avant des problèmes matériels. Ils ne le feront pas avec des drones. Ouais, les Russes sont très très bons pour taper avec du drone, ou même maintenant, je crois qu'ils ont leur propre petit missile et compagnie. Donc ouais, voilà un petit peu. Et ça, c'est chaque semaine. Chaque semaine, vous voyez des raffineries russes ou des infrastructures énergétiques russes être attaquées par les Ukrainiens. Voilà, c'est systématique. Donc rien de nouveau sous le soleil, mais c'est intéressant de voir les images satellites pour voir un petit peu ce que font les Ukrainiens. Voilà. Donc voilà pour ce qui se passe. Donc à retenir, ce qui est important à retenir, c'est que les Ukrainiens défendent bien certains secteurs parce que c'est des secteurs prioritaires. Pokrovsk, ils veulent pas perdre la ville. Toretsk, Chaziviar, parce qu'ils ne veulent pas perdre ces villes pour pas ouvrir le chemin de Konstantinivka. Et la contrepartie, c'est que certains secteurs sont délaissés. Entre autres, tout le secteur au sud de Pokrovsk, où les Russes sont en train de rouler. On a les Russes qui sont repassés à l'attaque dans le secteur de Zaporozhye. Et on a aussi le secteur de Kupiansk, qui peu à peu est en train de lourdement se dégrader. Et les Ukrainiens se sont fait dégager de Kursk. Donc les opérations sont terminées, je pense, là, pour un petit bout de temps. Voilà. Donc ouais, l'arrivée, et comme je dis, l'arrivée des beaux jours va probablement faire augmenter la dynamique offensive des Russes. Je le pense. Peut-être que j'ai tort. Mais il y a des signes qui ne trompent pas sur le fait que les Russes vont monter en puissance cet été pour taper fort, tout simplement. Voilà. Bon. Ils veulent des Taurus pour détruire le pont de Kerch. Ça, tout ça, c'est du baratin de propagande. Oui, ça fait beau, on détruit un pont, mais les Russes, désormais, ont aussi la logistique par chemin de fer qui passe par le sud, par Rostov, Mariupol et compagnie. Donc ouais, détruire le pont, ça fait beau sur la carte. Ça fait beau sur la carte, mais dans les faits, ça n'aurait absolument aucun impact sur les opérations. Voilà. Donc c'est un problème, le fait que les Ukrainiens ont besoin de ce genre de coup de propagande pour montrer des choses. La réalité du terrain est tout autre et la situation sur le terrain est très difficile pour l'Ukraine. Très très difficile. Voilà. Combien d'hommes sur le terrain, on n'en sait rien. C'est difficile à évaluer. Les deux camps sont très discrets sur leurs pertes, sur le nombre d'hommes sur le terrain. Vous savez, le meilleur moyen de ne pas dire les morts, c'est de ne pas compter les morts. Et les deux camps sont très très discrets sur les chiffres, sur ce qu'ils perdent par jour. Donc écoutez pas les Ukrainiens qui vous disent qu'ils tuent 1500 soldats russes par jour, c'est faux. Tout comme les Russes disent « Ah oui, on fait ci, on fait ça ». Les deux camps mènent une propagande extrêmement assidue. La réalité du terrain est totalement différente de ce que disent les deux camps. D'accord ?
Et la réalité du terrain est aussi très très brutale. C'est une guerre de haute intensité, et c'est une guerre extrêmement brutale dans les deux camps. Voilà, une estimation, même pas d'estimation. Je suis pas capable de... Et ça sert à rien, si je te dis 800 000, ça veut pas dire grand chose, voilà. Si personne ne rentre dans cette guerre, est-ce qu'il y a une seule chance que la Russie perde? Non. Je vois pas comment la Russie perd aujourd'hui. La question, c'est comment va faire l'Ukraine pour essayer de s'en sortir sans trop perdre de territoire. Là, à l'instant T, pour ceux qui n'auraient pas compris, hein, mais la situation n'est pas bonne pour l'Ukraine. Hein. Ils arrivent à s'accrocher très très bien dans certains endroits, mais ils n'ont pas les moyens matériels et humains pour un tel front d'une telle intensité. Ils n'ont pas la supériorité aérienne, ils n'ont pas les tubes nécessaires, et les Russes ont l'avantage. Et les Russes ont plus de moyens humains et matériels à injecter, et ça se ressent sur le terrain, tout simplement. Voilà. Donc à l'instant T, je vois pas comment les Russes vont perdre. D'ailleurs, eux-mêmes pensent la même chose, parce qu'ils ne sont pas enclins à faire des concessions pour un cessez-le-feu. Bon, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Rendez-vous dans un mois. Fin mars, fin avril, début mai. On ira voir un peu si ça a bougé, dans quel secteur, et on verra bien. On verra bien. Peut-être que dans un mois, on aura la paix sera signée, hein, mais j'y crois pas un instant, les mecs. Hein. J'y crois pas un instant. Hein. C'est parti pour durer tout 2025. Hein. Je le pense, hein, en tout cas. Quelle heure il est? Ok. Bon, je vais m'arrêter là. D'ici une petite demi-heure, on ira faire du Age of Empires 2 avec la commu, voir s'il y a des gens motivés pour jouer. Et demain, j'irai, on lancera du Manor et je vais voir s'il y a des gens motivés pour du Compagnie of Heroes. Voilà. Bon, sur ce, passez une bonne soirée. Peut-être dans les prochains jours. Et puis, pour ceux qui sont là pour la minute